Bienvenue sur People Place, le podcast qui brise les barrières pour parler franchement des vrais enjeux RH. Je suis Maude, experte en ressources humaines depuis plus de 10 ans et aujourd'hui cofondatrice du Temple RH, une académie qui vous forme à vos défis d'aujourd'hui et de demain. Je suis ravie de co-animer ce podcast avec Marine, avocate en droit du travail et cofondatrice de l'offre de services juridiques RH Canoun by Legal Place. Attendez-vous à des conversations passionnantes sur des sujets délicats, abordés sans tabou. On vous dit tout haut ce que peu osent exprimer même tout bas. Ce podcast est aussi votre espace pour découvrir plein de bonnes pratiques indispensables qui feront de vous un professionnel RH en pleine maîtrise. Chaque épisode vous permet de découvrir des invités experts de leur sujet, de s'inspirer de leur propre retour d'expérience et de bénéficier de leurs conseils pratiques. Et ce n'est pas tout. Nous abordons les enjeux des RH avec un angle juridique, essentiel pour parfaire votre approche des ressources humaines. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun de nos épisodes audio et vidéo, pour rester connecté et vous inspirer. People Place, c'est le podcast des professionnels RH qui relèvent les défis du monde du travail d'aujourd'hui et de demain. C'est parti. Aujourd'hui, on parle des ruptures de travail. Un trauma, je trouve, aujourd'hui en France, parce que c'est une souffrance pour le DRH, pour le salarié, pour les managers. Donc, il y a une vraie question sur la rupture en France au niveau du travail. Et donc, j'avais envie de discuter de ce sujet-là avec toi. Est-ce que tu peux déjà nous raconter, toi, aujourd'hui, donc tu es en start-up, tu étais dans des structures plus grandes, un peu ce que tu vois en termes de différence entre la France, comment une personne travaille en France et l'international, les cultures anglo-saxonnes. Ouais, alors, merci déjà de m'accueillir, sur cette arène. Pour parler un peu des ruptures de contrat, c'est vrai que c'est toujours un moment qui est difficile, comme toutes les ruptures, même dans la vie. C'est un moment qui remet beaucoup de choses en question en termes d'estime de soi, et cetera. Et c'est vrai qu'il y a des cultures où c'est plus facilement vécu et plus facilement admis parce que mieux anticipé et plus dans la culture de dire c'est le cours de la vie aussi. Le ressenti, c'est qu'en France, c'est un petit peu plus dur, un petit peu plus difficilement vécu quand c'est un départ qui est involontaire, donc à l'initiative de l'employeur. Que dans certaines cultures anglo-saxonnes où j'ai pu travailler par exemple avec l'Afrique du Sud ou avec l'Israël, où c'est plus admis que c'est une relation, un contrat et c'est le deal. Si je fais mon contrat, je continue à travailler. Si je fais pas mon contrat, pas ma part du contrat, il y a des chances que ça se termine et c'est pas une relation à vie. En, en France, même rien que le terme contrat à durée indéterminée déjà est lourd de sens dans le sens où effectivement pour le salarié il n'y a rien qui peut m'arriver puisque j'ai un contrat qui me protège sur tout le long de ma vie et c'est pas le cas. Donc c'est vrai que quand il y a des ruptures, le ressenti est vraiment une blessure, un manque de confiance en soi qui vient un peu poindre quand c'est à l'initiative de l'employeur surtout. Moi, je me souviens, tu vois, d'une expérience quand je vivais à Londres. Donc j'étais dans un cabinet de recrutement, et puis je vois un collègue qui a un entretien, il prend ses affaires, il part. Et moi, j'étais un peu choquée parce que culture française, je dis, mais on n'aime pas de pot de départ. Tu vois, donc c'était assez, j'avais trouvé ça assez abrupt. Mais en parlant après avec d'autres collègues, c'est normal, c'est classique. C'est comme tu dis, le cycle de vie d'une entreprise, cette relation, tu vois, entre une entreprise et un salarié. Et donc, le départ se fait, c'est un peu le jeu. Est-ce qu'au-delà de la dimension un peu internationale, différence pays anglo-saxon-France, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question d'époque? Est-ce que c'est pas plus accepté maintenant que ça l'était il y a 15-20 ans, en reliant par exemple au nombre d'années passées dans l'entreprise aujourd'hui par un salarié versus il y Ouais, a, c'est il y vrai. a 20 ans?
c'est vrai que ça l'est un peu plus admis maintenant, dans le sens où les gens restent moins longtemps maintenant dans leur poste que c'était le cas auparavant. Donc, auparavant, on avait des parents qui pouvaient rester 20, 30, 40 ans, voire plus, dans la même entreprise. Donc, le jour où il y a une fermeture administrative, des licenciements économiques, c'est vraiment un drame parce que déjà, on n'a rien connu d'autre. Et puis, avant, on ne travaillait pas autant que maintenant, l'employabilité, etc. Donc, effectivement, on connaît que ça et on voit pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Donc, c'est vraiment, vraiment un drame. Donc, là, pour le coup, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, effectivement, on arrive sur des générations qui ont un peu moins d'attache au travail, qui sont beaucoup plus conscientes que, justement, les licenciements économiques, ça arrive et que, du coup, je ne veux pas tout donner à l'entreprise parce que je veux me prémunir s'il arrive quelque chose. Donc c'est un peu moins difficile, mais ça reste quand même ce que je disais tout à l'heure, en termes d'estime de soi, un moment qui est compliqué à vivre, même si effectivement on a moins d'attache personnelle avec l'entreprise, ça reste un moment qui est compliqué à vivre. Surtout, tu vois, ce que tu parles là c'est vrai que nos parents est resté 20, 30 ans. Moi, mon père, toi, il est resté 30 ans dans la même entreprise. C'est vrai que je crois qu'il y avait une étude, c'était on bouge tous les 6 ans en moyenne d'entreprise. Et donc, c'est vrai qu'il y a peut-être moins un sentiment d'appartenance ou un engagement, quoique. Je pense que les personnes qui restent peut-être 4 ans d'entreprise ont c'est juste peut-être une évolution supérieure. Mais finalement, je trouve que quand, en tout cas en start-up, Difficile, hein, même pour les trentenaires, tu vois, c'est toujours quand même un événement difficile, que ça soit une rupture conventionnelle, malgré tout, bon, c'est un accord en commun. ça peut être toujours plus difficile si c'est un tel ou un telle entreprise ou le salarié qui a l'initiative. Ça peut être rupture, licenciement pour insuffisance professionnelle. Donc ça reste quand même, je trouve, malgré tout, moi j'ai dû faire face à plusieurs licenciements, ça reste quand même un événement traumatique, même pour, tu vois, des trentenaires et qui peuvent aussi malheureusement aller jusqu'au prud'homme et aller en bataille dure, hein, dure avec l'entreprise. Toi aujourd'hui, comment tu gères cette, je sais pas, dans ton quotidien de DRH là, de start-up, cette relation peut-être de performance ou tu vois? C'est important d'accompagner en fait dès le départ, avant d'en arriver à la rupture, de voir tout ce qui a pu amener à cette rupture. Quand on parle d'insuffisance et qu'on met fin à un contrat, que ce soit d'un commun accord ou un licenciement vraiment pour insuffisance professionnelle, je pense que c'est très important d'avoir déjà mis tous les jalons avant d'en arriver là, de se dire de notre côté, on a fait tout ce qu'on pouvait pour accompagner la personne, et la personne n'est pas au niveau parce que soit elle n'a plus envie, ça fait un moment qu'elle est là, et en fait, elle n'a plus la tête à l'entreprise, elle a envie de bosser ailleurs, etc. Soit, en fait, on se rend compte que le poste a évolué, les compétences qui sont demandées ont évolué et elle n'arrive pas à s'adapter. Et on a essayé. Donc, l'important, c'est d'avoir mis tout en place pour aller au bout de l'accompagnement. Et pour la personne et pour nous, c'est hyper important que la personne sente qu'on ne l'a pas mise de côté un peu trop vite, sans avoir mis les efforts et les moyens nécessaires avant d'en arriver là. Et c'est très important aussi dans la partie estime de soi de se dire ça n'a pas marché, ça arrive que ça ne fonctionne pas. Maintenant, si tu avais été recruté à la base, c'est que tu avais les compétences et tu as toujours les compétences pour faire ce que tu sais faire. Aujourd'hui, le poste a évolué, etc. Donc, c'est aussi important de déjà, même vers la fin, remettre la personne en selle émotionnellement pour qu'elle puisse rebondir et trouver autre chose. Donc là, c'est intéressant ce que tu dis. Donc sur cette partie avant, toi, qu'est-ce que tu pourrais, c'est quoi un petit peu les rituels, les bons rituels en tout cas d'une gestion
de performance en entreprise? Est-ce qu'il y a voilà, des routines, des one-on-one, enfin, voilà, des rendez-vous avec le manager, rendez-vous avec les RH? C'est quoi un petit peu, toi, les bonnes pratiques que tu as vues là, au vu de ta carrière passée? Bah, les bons rituels, c'est les one-to-one avec les managers, en fait. Si c'est pas toutes les semaines, il faut que ce soit enfin, à minima toutes les 2 semaines. C'est important de faire le point sur les missions, le quotidien, mais c'est aussi important d'utiliser ces rendez-vous-là pour se parler de développement. Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et comment toi tu peux m'accompagner pour que j'y arrive. En fait, ce que j'essaye d'expliquer régulièrement, c'est que les entretiens annuels, les entretiens de performance, ça ne doit pas être une surprise. L'employé ne doit pas découvrir qu'en en fait, il n'était pas au niveau puis ça fait 6 mois ou 1 an, parce que des fois, dans les entreprises, c'est 1 an. Là où je suis maintenant, c'est 6 mois. Mais en tout cas, cet entretien-là ne doit pas être une surprise. On doit avoir des points réguliers de suivi, de savoir où j'en suis. Et justement, à ces points de bilan, entre guillemets, tous les 6 mois, se dire, bon, ben, je t'attends au prochain semestre sur tel et tel point. Et c'est pas je t'attends dans 6 mois, c'est pendant 6 mois, on fait des check-in réguliers sur où t'en es, où t'en es de ce qu'on s'est dit. Et j'ai besoin que tu évolues sur ça. Mais je suis là pour t'accompagner. Les managers sont vraiment support. Donc c'est, les one-to-one, c'est hyper Pour important. toi, c'est clé aujourd'hui pour en effet anticiper cette rupture. Et sur ces one-to-one, il y a différentes manières de le faire. Et est-ce que tu penses qu'il vaut mieux privilégier une culture orale ou une culture de l'écrit ou un mélange entre les deux? Ouais, c'est un mélange entre les deux. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que du coup, tu as toujours 2 perceptions. Quand tu fais du feedback, alors là, on va partir sur un autre thème, mais quand tu fais du feedback, si la personne n'est pas disposée à recevoir le feedback, elle va te fermer. Donc, de toute façon, elle ne va pas être dans l'écoute. Donc, ce que tu vas lui apporter, peut-être qu'elle ne va pas l'entendre. Et le fait de s'écrire les choses, ça permet déjà de se dire, voilà ce qu'on s'est dit, voilà le plan d'action. Et comme ça, on s'en reparle. Ça permet de pouvoir revenir à ce qu'on s'est dit des 2 côtés. Oui, l'écrit, c'est hyper important. Maintenant, voilà, c'est important de se parler aussi, mais les écrits, c'est nécessaire dans ces one-to-one. Et comment donc c'est vrai que au moment où voilà il y a une rupture qui se fait notamment entre l'employeur et puis le salarié, hein, c'est pas oublier que c'est une relation, il y a une relation de bien-être. En effet, on a parlé un peu marque employeur, il y a une de culture d'entreprise, mais c'est aussi une relation quand même économique où le salarié est payé pour faire un travail, un job, voilà. Donc, faut pas oublier à la base cette relation-là. Donc, il y a une rupture. Et puis, en fait, il commence à un peu avoir un malaise dans l'entreprise, un peu un tabou. Il y a un peu un flottement. je sais que je vais partir, mais l'entreprise ne me laisse pas. Hein, qu'un salarié est parti et donc la chaise est vide. Et donc, ça crée en fait après une atmosphère d'humeur. Et ça crée quelque chose d'assez. Il va en être face, tu vois. Est-ce que toi, tu as déjà dû faire face à ce genre de situation? Première question. Et deuxième question, c'est comment éviter de créer ce sentiment un peu de rumeur, de gossip dans l'entreprise? Communiquer, c'est une des clés. Ce qui est important, c'est de savoir quand communiquer, parce que il y a des départs qui sont plus problématiques que d'autres, ou dans le sens où c'est quelqu'un qui avait un rôle clé, par exemple, dans l'entreprise, qui est en lien avec beaucoup de personnes, et ce départ va avoir un impact. Donc, avant de communiquer sur ce départ, faut déjà savoir comment est-ce qu'on va remplacer cette charge de travail, parce que ça va être une source de stress pour ceux qui restent. Donc voilà, bien réfléchir au moment de communiquer, mais la clé, c'est vraiment la communication pour couper court au bruit de couloir, aux rumeurs, à l'imaginaire collectif de tout ce qu'il peut y avoir autour de ce départ. D'expliquer, d'être transparent, de répondre aux questions, parce que ça suscite des questions de pourquoi il part, dans quelles conditions il part, vraiment savoir à quel moment communiquer et ce qu'il faut communiquer, en accord avec la personne qui part d'ailleurs, parce que des fois c'est elle qui veut annoncer son départ petit à petit, d'abord à son cercle de collègues proches, avant qu'on puisse en parler au manager, puis à toute l'équipe. Et sur le moment justement de la communication,
Est-ce que tu as des clés de décision pour savoir quand communiquer? Est-ce que c'est quand il y a un licenciement notamment, il y a parfois un préavis, donc on a parfois 3 mois entre le moment où la décision est prise et le moment du départ. Comment est-ce que la communication se gère? Vraiment, ça dépend des départs. C'est des départs collectifs. De toute façon, il y a des échéances qui sont légales et on se tient à ça. Et de toute façon, on communique le plus rapidement possible pour expliquer les raisons d'un licenciement économique, par exemple. Quand c'est un licenciement individuel ou un départ individuel, une rupture ou au choix du salarié, on se met d'accord sur est-ce qu'il y a des échéances d'entreprise importantes et il ne faut pas disperser les équipes à ce moment-là en communiquant une nouvelle qui pourrait les impacter, ou est-ce qu'on communique tout de suite parce qu'il faut se mettre en ordre de marche et que de toute façon on va devoir remplacer ce poste. Il y a cette question aussi de est-ce qu'on doit remplacer ou pas. Si on doit remplacer, de toute façon on va devoir communiquer, ouvrir le poste et faire des recrutements, donc ça va se voir. Donc forcément on est obligé de communiquer rapidement. S'il n'y a pas forcément de remplacement, on peut attendre un petit peu, mais le mieux quand même, c'est de communiquer rapidement. La personne, une fois qu'elle est au courant qu'elle part, si c'est volontaire ou involontaire, de toute façon, elle a déjà un pied dehors, elle a aussi envie de ne pas avoir à se cacher, etc. Donc, le mieux quand même, c'est de pouvoir communiquer assez rapidement. Et toujours sur cette partie-là, je vois qu'il y a 2 méthodes dans les entreprises. C'est une fois qu'un départ est acté, il y a donc, on l'a dit, que ce soit rupture conventionnelle, où il y a quand même 1 mois et demi de procédure avant le départ ou le préavis en cas de licenciement. Il y a des entreprises qui ont plutôt tendance à dispenser d'activité, à dire, bon, on a décidé, voilà, je continue à te payer et reste chez toi, ce qui te permet d'envisager aussi la suite. Et puis d'autres entreprises qui estiment que, comme tu me disais Maud, il y a salaire, donc il y a fonction. Voilà. Et les deux peuvent avoir des vertus et des écueils. Voilà. Comment ça, est-ce que tu le traites? Et encore une fois, quelles sont pour toi les clés de décision importantes pour choisir l'une ou l'autre des options? Alors c'est drôle qu'on parle de ça, parce que j'ai eu cette conversation avec des partenaires qui sont américains. Et on parlait de ça parce qu'on a vécu un licenciement économique et en fait, il y a toute une période où c'est un peu compliqué à vivre pour ceux qui partent et ceux qui restent. Il y a des personnes qui ont fait le choix de rester jusqu'au bout parce qu'elles n'avaient pas trouvé, qu'elles sont quand même attachées à l'entreprise, à leurs collègues et qu'elles avaient envie d'aller jusqu'au bout et de se dire je chercherai en même temps, mais j'ai pas envie de me retrouver à rien faire, donc je vais aller au bout de mon préavis. Nous évidemment, on a accepté ça. Maintenant, c'est difficile de lutter. Tu es quand même sur une période où tu dois transitionner, donc tu peux avoir une baisse de motivation, ce qui est tout à fait naturel, ce qui vient impacter l'équipe. Donc on se retrouve dans un entre-deux pendant toute une période où il y a des gens qui sont en train de partir, qui sont encore dans l'entreprise avec des baisses de motivation, et des gens qui restent, qui sont parfois dans la culpabilité, dans la tristesse de perdre leurs collègues, etc., où c'est un peu compliqué. Et du coup, les Américaines que j'ai vues il n'y a pas longtemps m'ont dit, mais nous, les gens ne restent pas. C'est une condition, en fait, ça ne peut pas fonctionner, on ne peut pas se remettre en ordre de marche si les gens restent. Moi, j'étais un peu mitigée parce que c'est des personnes qu'on aime bien et qu'on n'a pas à licencier parce qu'elles étaient incompétentes ou en insuffisance, etc. C'était vraiment une décision économique. Donc nous, on était contents qu'il reste, mais effectivement, je comprends la position américaine qui est de dire, on a pris la décision que ça s'arrête, donc ça s'arrête et on passe à autre chose, et ça permet à tout le monde de passer à autre chose plus rapidement. Donc, Toi, Marine, tes recommandations d'avocat, comment faire sans être, entre guillemets, hors la loi au niveau, légal? C'est quoi un peu, toi, là, qu'est-ce que tu conseillerais? Donc, moi, effectivement, tu l'as exposé. Donc, en rupture conventionnelle, déjà, il y a le respect des délais légaux. Voilà. Mais en revanche, c'est vrai que pendant cette période, en rupture conventionnelle, on l'a dit, à peu près 1 mois et demi, tout est possible légalement. Alors, tout est possible. Dispenser d'activité ou pas. Donc, c'est assez classique de faire travailler le salarié en rupture conventionnelle jusqu'au bout du contrat. Donc ça, c'est tout à fait possible de le faire. C'est aussi possible quand il y a des gros compteurs de congés payés
et que le salarié sera effectivement moins motivé, moins dedans, et qu'on a déjà un peu organisé la transition, ce qui est quand même un point important. Ouais. C'est la transition avec Ouais. le salarié qui reprendra les fonctions. Donc c'est quand même ça, pour moi, une clé de décision importante. C'est comment va s'opérer le transfert de missions en cours du salarié. Et on voit que les salariés qu'on arrive à retenir dans l'entreprise motivée, c'est ceux qui m'ont dit finis ce projet-là, celui-ci, et après on te laisse tranquille. Voilà. C'est un peu compliqué de faire travailler jusqu'au dernier jour un salarié sur un peu du day-to-day en lui rajoutant au fur et à mesure de nouvelles missions dont tu n'as jamais entendu parler. Un salarié qui a une conscience professionnelle, il va finir et bien finir ce qu'on lui a donné au moment de la rupture. Il ne faut pas le demander beaucoup plus et dans beaucoup de cas, c'est relativement normal. Voilà. Ouais, bien sûr. Après, donc la dispense d'activité, je disais, elle est possible. Donc, ou par le biais de congés payés quand il y a des compteurs importants, ça vaut le coup de le faire jouer à ce moment-là. Ou alors par une dispense d'activité qui sera donc totalement rémunérée jusqu'au bout, mais ce qui revient à payer un mois et demi de salaire en plus. Alors, ce qui doit aussi s'arbitrer en fonction de l'indemnité qui va être versée aux salariés dans le cadre de la rupture conventionnelle. Quand le dire finalement? Quand dire que le salarié part? Par exemple, on respecte, par exemple, si on prend la rupture co, donc 1 mois et demi, il y a quand même 15 jours où le salarié peut se rétracter, l'entreprise aussi. À quel moment on peut dire, bon, bah, finalement, un tel part? Alors, c'est jamais, à mon sens, une bonne idée de communiquer trop tard. Parce que sinon, c'est le jeu des rumeurs et de gens qui vont le savoir, parce que nécessairement, ça se saura. Voilà. Et parfois, le RH est le dernier au courant que ça se sait en interne. Il n'y a rien de pire. Voilà. Donc, il vaut mieux communiquer un peu trop tôt. Après, Maud, tu as parfaitement raison. Dans la rupture conventionnelle, il y a ce délai de rétractation possible. Alors, en pratique, honnêtement, il est très, très peu utilisé. Une fois que le salarié a signé son CERFA, si l'employeur a bien fait les choses, en communiquant sur le montant, sur le montant sur le tout compte, combien il te reste de congés payés, voilà la somme que tu auras brute, ce que ça donnera net. Tout ça, c'est très important pour que le salarié sache parfaitement ce qu'il attend. La rétractation, elle existe évidemment. En revanche, il y a très, très peu de salariés qui la font jouer. Voilà, c'est cette possibilité de rétractation. Donc, communiquer juste après la signature de la rupture du CERFA et de la convention de rupture qui va avec, c'est à mon sens un très bon moment. Ce qui permet d'avoir un bon mois pour opérer cette transition et ce transfert de mission. Donc, légalement, en fait, même si le délai de rétractation n'est pas encore consommé, on peut annoncer dans les canaux internes un tel part et donc préparer son offboarding. Il n'y a aucun... Il n'y a pas de contre-indication légale. Il faudra se dédire si se rétracte. Donc il faut être sûr de son cours. Voilà. C'est vrai que donc dans cette tempête, on va dire, de licenciement, parce que c'est une tempête, je trouve que les managers sont un peu perdus aussi sur tous les aspects légaux. Ils ont du mal aussi, je trouve, et il y a un accompagnement aussi aux managers pour parler aussi aux salariés et d'anticiper ces sujets-là. Le salarié, lui, qui peut être un petit peu, c'est normal, vindicataire, c'est comme ça qu'on dit, vindicatif, sur ses droits et faire respecter en tout cas le droit du travail. Et puis il y a le DRH ou la RH dans tout ça, qui est un peu l'exécutant d'une décision souvent qui n'est pas forcément la sienne. Et c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de santé mentale aussi sur la partie RH. C'est un immense stress, cette gestion en tout cas des licenciements. C'est pas facile. Il y a le regard des autres, le regard du salarié, le regard des autres salariés. Et finalement, on peut être persona un peu non grata dans l'entreprise en tant que RH. Comment toi, tu gères ça au quotidien, Émilie? Complètement. Au départ, au début de ma carrière, c'était très difficile. Très difficile à gérer parce que c'était vraiment... donc moi, j'ai une quinzaine d'années d'expérience, donc
un moment que j'ai commencé les ressources humaines et au début de ma carrière, c'était vraiment, en fait, c'est le job des ressources humaines. En fait, quand on veut se séparer de quelqu'un, Personne ne veut le faire. personne ne veut le faire, c'est chez vous. Et donc, toi, tu commences, tu es là, bon, ok, je vais le faire. Mais tu n'es pas équipé et tu ne sais pas comment faire. Et avec l'expérience professionnelle, la maturité, les mentalités qui ont aussi évolué, maintenant, c'est pas ma décision, en fait. C'est une décision soit business, parce que si c'est une raison économique, l'entreprise va mal, soit il y a eu un moment donné où le management aussi a peut-être pas su accompagner ou su voir quand la personne était en déclin pour la rattraper. Mais en tout cas, c'est pas ma décision, c'est pas moi qui travaille au quotidien avec la personne. Donc je veille à associer, quand c'est une décision, notamment pour une insuffisance professionnelle par exemple, à associer le manager à la démarche en disant en fait on va faire ça ensemble, mais la décision c'est pas moi qui la prends. Et ça, j'ai appris à le faire petit à petit et c'est hyper important parce qu'au final, ça déculpabilise le RH qui n'est pas responsable de tout et ça aide aussi le manager à plus dire, parce qu'avant c'était un peu facile de dire bon lui j'en veux plus, tu m'en débarrasses, c'était un peu ça, hein, je grossis le trait, mais c'était un peu ça. Là, du coup, ça fait un peu réfléchir sur, en fait, quand je prends cette décision, c'est une décision qui impacte personnellement une personne, donc en fait, à chaque fois, je vais un petit peu mieux réfléchir, mieux accompagner les gens et vérifier moi aussi que j'ai tout fait pour pas que ça arrive. Donc, je trouve que c'est très très important d'associer le manager à ça. Ça aide aussi toi à mieux vivre ce moment. Ouais. Cinq étapes, donc finalement, pour gérer une rupture en tant que RH. S'il y a des jeunes RH qui nous écoutent aujourd'hui, moi aussi, on ne me forme pas à ça. Déjà, on ne me forme pas à cette gestion des émotions, déjà, en interne. C'est vrai que c'est un sujet, on l'a, il fait partie du job, mais on est un peu désarmé face à ces sujets-là. Est-ce que tu as 5 étapes, 5 conseils que tu pourrais en tout cas partager de ton expérience pour en effet gérer une rupture à l'initiative en tout cas de l'employeur? Ouais, tout à fait. Écoute, la première chose, c'est de s'aligner avec soit sa direction, encore une fois, si c'est plutôt des raisons économiques, soit le ou les managers qui souhaitent se séparer de quelqu'un pour des raisons de performance. L'alignement, il est hyper important à la base pour qu'on soit sûr que c'est la bonne décision. Aller challenger s'il y a besoin un peu la finance, est-ce qu'on est sûr qu'il faut se séparer de tant de personnes, enfin voilà, revérifier tous ces éléments-là et être clair sur les messages qu'on va délivrer au moment du départ. Ça c'est le premier point qui m'amène au deuxième, qui est la préparation. Quand c'est un départ involontaire, si c'est encore une fois pour de la performance, ça se prépare avec des éléments de quand est-ce que et comment est-ce qu'on juge que la personne n'a pas été performante. Est-ce que c'est un commercial et est-ce que ça fait plusieurs trimestres qu'il n'est pas au niveau par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Est-ce que c'est un problème de comportement et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des faits? Moi, en général, et ça, je le conseille à tous les RH, mais j'ai une trame d'entretien dans laquelle je liste, je vais checker tous les faits, je vais dater tous les faits, puisque il y a des points légaux aussi qui font qu'on ne peut pas remonter à des faits de plus de 2 mois, donc vérifier que ces faits rentrent bien dans ce cadre-là, contre-vérifier les faits avec le manager, éventuellement l'équipe s'il y a besoin, etc. Mais de vérifier qu'on a quelque chose de solide. Une enquête en fait. Une petite enquête, Ouais. exactement, pour le jour J, pas arriver démuni face à un collaborateur qui me dit mais non, mais c'est pas du tout vrai ce que vous dites contre moi, etc. Donc juste arriver à être factuel sur les raisons de ce départ, que ce soit économique ou pour un motif personnel. Ensuite, le troisième point qui est un peu lié à ça, ça en découle, c'est être juste dans la décision. En fait, quand on argumente sur les raisons économiques, c'est qu'est-ce qui nous a conduit à ça, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas d'autre solution que ce licenciement économique.
pareil sur la performance, ou un motif personnel, c'est être juste dans la décision. Est-ce que et les faits, et le fait d'aller chercher des faits précis et concrets, ça vient aussi justifier la décision. C'est très important pour moi que la personne en face perçoive que voilà, on n'est pas en train de lui faire des reproches qui ne sont pas du tout factuels, qui sont sur du ressenti ou de la perception, etc. Et qu'on est sur du concret. Et ensuite, c'est d'avoir, alors là c'est plus, les 2 derniers points, c'est plus sur du personnel, mais d'avoir des alliés en interne. Donc ça peut être le manager, parce qu'il est co-responsable de cette décision. Ça peut être c'est N+1, CEO, etc., avec qui il faut échanger sur ces départs et avec qui on peut se libérer, parler s'il y a des retours d'entretiens qui sont un peu difficiles, avoir une arène avec qui échanger. Et puis le réseau RH aussi, ça aide beaucoup d'avoir des collègues avec qui on peut parler en toute confidentialité de ces sujets-là, qui ont déjà vécu ça, et ça permet d'avoir une soupape de décompression aussi. Et puis après, si besoin aussi, se faire accompagner par du conseil légal pour être sûr qu'on a mis en place tous les supports nécessaires et qu'on répond bien à nos obligations, parce que le risque quand il y a une rupture, c'est que derrière il y ait une contestation et il y a un suivi de prud'homme, etc. Donc de vérifier que nous, de notre côté, on a mis en place tout ce qu'il fallait pour procéder à la rupture dans les formes, et se faire accompagner aussi émotionnellement. Éventuellement, je vais faire un peu de pub, mais nous on utilise Mocaker actuellement pour les salariés, mais les RH, les managers peuvent l'utiliser aussi si besoin de décompresser, pour parler à un psychologue, parler à un coach, parce que on est des humains et on peut avoir besoin de se libérer de certaines tensions, et parfois de situations un peu difficiles, puisqu'on prend beaucoup d'émotions qui sont difficiles et qui sont compliquées à gérer. Donc voilà. Pour moi, il y a 3 conseils importants que je pourrais donner, qui vont d'ailleurs résonner avec ce que tu viens d'exprimer, Émilie. Le premier conseil, vraiment, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que, et nous on le voit souvent, conseil juridique, on nous appelle quand parfois c'est un peu trop tard, quand le problème est déjà quasiment insoluble, je dirais, voilà. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à anticiper un dossier de licenciement pour que ça soit bien fait, pour se sécuriser juridiquement, mais aussi par respect, tu l'as indiqué, pour le salarié, voilà, avec qui on doit arriver avec des éléments factuels, quand même réfléchis, une enquête interne qui soit sérieuse. Ça ne se fait pas en un jour. Un dossier de licenciement, parfois, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on n'est pas totalement satisfait, on va faire des points, tu l'as dit, on va peut-être faire des efforts de formation avec le salarié, parce qu'on a pu percevoir certaines carences, et c'est le rôle aussi de l'employeur de pouvoir les combler. Et puis on va, ce qui s'appelle dans le jargon juridique, créer un dossier. Donc effectivement, et c'est là où la culture de l'écrit ne doit pas être totalement oubliée. L'oral, évidemment, c'est très important de pouvoir discuter sur une base orale, mais il y a certains éléments qui doivent être exposés par écrit de la part de l'employeur, ce qui pourra être utile le moment venu. Voilà. Donc l'anticipation, c'est important, et ça va, pour moi, je le vois avec une forme de courage, et de courage managérial. Le rôle du manager est absolument essentiel. Souvent, les RH, et encore plus le conseil juridique, n'arrivent qu'après. Le manager a souvent des infos et souvent garde pour lui, se dit lui-même par une forme d'ego qui va pouvoir le régler, et se sent un peu dépassé. Et s'il y a une vraie porte ouverte du manager vers le RH et une vraie formation en amont, sensibilisation du manager sur ces sujets de rupture, ça paraît extrêmement important. Les managers n'ont aucune formation juridique RH pour la plupart du temps. Dans les entreprises, et nous vraiment, on y participe largement, justement à ce qu'il y ait des petits modules de formation simples pour les managers, y compris sur ces sujets de rupture, pour qu'ils aient des clés de procédure. Tu as rappelé un délai super important. Si on doit partir sur une faute du salarié,
Si le manager garde trop longtemps l'information pour lui, passer 2 mois après la connaissance des faits, c'est terminé. Le RH ne pourra rien faire. Voilà. Donc ça, c'est dommage. Et donc, c'est important effectivement que le manager ait quelques clés très simples qui puissent lui permettre d'avoir des réflexes automatisés, non pas pour gérer seul, mais pour savoir quand est-ce qu'il doit aller en référer au RH pour que la situation puisse être prise en main et qu'on puisse passer à l'étape supérieure. Donc vraiment, cette idée d'anticipation qui est importante. Le deuxième point, c'est l'externalisation nécessaire quand le manager ou le RH sent que la situation est un petit peu plus compliquée à gérer et pareil, sans attendre trop tard. Voilà. Pour 2 raisons. Un, pour avoir une vision juridique qui est essentielle tant sur les délais de procédure. On l'a dit que ça soit en rupture conventionnelle avec les 2 délais de rétractation, délais d'homologation qui sont incompressibles. Hein, voilà. Et puis, sur le licenciement avec des délais très stricts entre la convocation d'entretien préalable, l'entretien préalable, l'envoi de délai de licenciement. Donc ça, essentiel. Mais également sur le motif. Voilà. Où là, le conseil juridique extérieur va pouvoir travailler sur le motif, sur déjà un certain nombre de preuves à apporter. Si on doit aller au prud'homme, il sera toujours temps après de rajouter des preuves. Mais d'expérience, c'est toujours plus simple d'avoir déjà des éléments justifiant le licenciement en amont. Voilà. Parce qu'après, la page sera tournée, le prud'homme, c'est très long. Et quand 2 ans après, il faut constituer un dossier prud'homal, c'est toujours plus compliqué de faire appel à des attestations ou à des écrits quand le temps sera passé. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, pourquoi c'est important d'externaliser ? Tu en as discuté pour le volet émotionnel. C'est-à-dire que le rôle aussi d'un conseiller juridique va être de déporter le sujet sur une personne que le conseil ne connaît pas. Donc avoir une approche beaucoup plus froide, beaucoup plus distanciée, qui pourra être intéressante aussi pour la construction du dossier. Y compris pour indiquer que le dossier n'est pas suffisamment fort. Voilà. Parce qu'on a l'impression qu'en interne, le salarié fait des choses absolument inadmissibles et le regard du conseil juridique va être de dire non, c'est pas tant que ça. Voilà. Ou à l'inverse, voilà, se dire voilà, sur un licenciement disciplinaire, est-ce qu'on choisit plutôt une faute simple, une faute grave, etc. Donc dans tous les cas, avoir cette approche objective extérieure de quelqu'un qui ne connaît pas ni le manager ni le salarié, c'est toujours un bon élément. Et puis le dernier élément, c'est sur la dernière partie, et notamment en rupture conventionnelle, va se passer le jeu de la négociation. Ce qui est souvent un élément, quand c'est une rupture à l'initiative de l'employeur, c'est de se dire combien est-ce qu'on va verser au salarié. Un salarié, dans une rupture conventionnelle, quand c'est l'employeur qui l'initie, va pas nécessairement vouloir partir sur la base du minimum légal. Donc, qu'est-ce que c'est le minimum légal ? C'est à minima l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement si elle est plus favorable. Voilà. En revanche, si c'est l'employeur qui initie la rupture conventionnelle, là, le salarié va demander plus. Ça peut être, selon l'ancienneté du salarié, plusieurs mois supplémentaires. Voilà. Et là, tant sur le quantum de l'indemnité que sur une réflexion qui peut aller au-delà d'un versement d'une somme financière. Et là, je trouve que c'est très important, on a parlé un petit peu d'employabilité, mais de réfléchir au vrai sujet du salarié, qui est de dire je quitte une entreprise, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi demain ? Et là, le financier ne vient pas tout régler. Et donc, on doit aussi travailler sur des mécanismes de bilan de compétences, de recherche d'emploi, de l'aide de recommandation, etc. Donc, pas mal de mécanismes qui vont pouvoir faire en sorte que le salarié puisse rebondir le plus vite possible. Ce qui est le vrai sujet, en fait. Voilà. Qu'un salarié ne soit pas aligné avec le projet de l'entreprise, c'est une chose. Et ce n'est pas forcément facile à vivre, mais ça sera plus simple à vivre pour le salarié si il a confiance en sa capacité à pouvoir retrouver relativement vite un emploi. Et ça, l'employeur a un vrai rôle à jouer dans la capacité du salarié à pouvoir retrouver un emploi rapidement. C'est très fort ce que tu dis là, Marine, sur cette partie employabilité. C'est pas juste, ok, on peut être en désaccord avec le salarié, on peut être et le salarié en désaccord avec nous, mais ça veut pas dire qu'il faut
aller dans une rupture dure. C'est en effet, c'est accompagné, on en a parlé, c'est aussi demain potentiellement des réfractaires, à l'entreprise, donc qui peuvent impacter la notoriété de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, de plus en plus, les salariés maintenant, voilà, ils sont dans leurs droits aussi, libèrent la parole sur ces sujets-là. Et donc, c'est vrai que c'est un peu comme une rupture de couple. Faisons les choses proprement. C'est un divorce, mais assurons-nous que, en effet, des deux côtés, que, en tout cas nous, côté RH, côté juridique, les choses soient faites proprement, parce qu'il peut y avoir un impact très fort derrière. Et même avant ça, j'aimerais qu'on reparle de l'avant, en fait, et notamment de ce qu'on appelle, notamment pour les licenciements pour insuffisance professionnelle, de donner aussi la chance aux salariés de se remobiliser dans l'entreprise. Et donc, il y a les performance improvement plan, les plans de performance, je ne sais pas comment on dit en français. Et donc, c'est vrai de pouvoir aussi donner la chance aux salariés. Ok, là, tu passes peut-être une mauvaise phase. Bon, une seconde chance avant de se dire, bon, voilà, c'est fini. Je sais pas ce que tu en penses. Ça, et puis même, ça m'est arrivé, pas souvent, mais ça m'est arrivé dans cette procédure, quand c'est un licenciement pour motif personnel, d'avoir l'entretien préalable qui fait partie de la procédure, où le salarié m'a dit je viens pas, de toute façon vous avez pris votre décision, donc je viendrai pas. Et moi de dire en fait non, parce que c'est important que tu sois là. Cet entretien il est fait pour que nous on te présente les faits qu'on te reproche, mais que tu puisses t'en défendre. Et ça m'est arrivé quelques fois de nous rétracter suite à cet entretien, parce qu'en finale le manager n'avait pas apporté assez d'éléments, et que le salarié est venu avec des contre-preuves entre guillemets qui disaient que c'était plutôt à nous de justifier qu'on l'avait pas assez accompagné, qu'on l'avait pas assez formé, qu'on lui avait pas assez donné sa chance quand lui avait demandé de l'aide, etc. Et on s'est rétracté. Donc dans toute cette procédure, c'est important d'aller jusqu'au bout. Même pour le salarié, parce que dans l'avant, il y a en fait ces deux parties qui ont des arguments, et voilà, les choses peuvent aussi évoluer et changer, et pas être comme... Et tu parles de l'entretien préalable. C'est vrai que j'avais l'impression que cet entretien servait à rien, entre guillemets. C'est ok, on a des entre guillemets. Je me souviens quand j'écrivais mes lettres. Oui, on pense potentiellement. Donc il faut pas dire que la décision est prise, mais in fine, on va se le dire. Des fois, la décision est prise, et en fait, et donc c'est vrai que je trouve aussi qu'en France, et donc je trouve ça bien qu'en effet, ce que tu partages, qu'en effet, le côté employeur peut aussi se rétracter lors de cet entretien en préalable. Mais c'est vrai que moi, je pensais un peu, c'est quoi cet entretien c'est un peu, entre guillemets, c'est un peu faux, quoi. Qu'est-ce que toi, au niveau juridique, tu penses de cet entretien préalable? J'aime bien ce que tu dis là sur, on peut se rétracter, mais quand la décision est prise, est-ce que c'est un peu faux, en fait, de jouer un jeu lors de cet entretien? Ouais. Ça, c'est possible, ce que tu exprimes, Émilie, quand il y a des interlocuteurs qui sont valables côté employeur. Et c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement important que la personne qui représente l'entreprise, niveau employeur, soit en capacité de décider et potentiellement, sur la base de ce qu'expose le salarié, de pouvoir changer d'avis. Voilà. Donc ça, c'est essentiel et c'est très bien. Côté salarié, le salarié a la possibilité de se faire accompagner dans l'entretien, ce qui est pas forcément une mauvaise chose pour l'employeur. Donc nous, on est plutôt conseiller employeur, mais moi, j'ai pas tendance à dire que je croise les doigts pour qu'il y ait personne d'autre à l'entretien, parce qu'avoir cette personne externe qui vient éclairer avec une forme d'objectivité ces débats et poser des questions qui vont être souvent pertinentes, permettent parfois justement à l'employeur de se rendre compte qu'il y a eu un biais dans la prise de décision qui peut être éclairé sur la base. Alors, qui vient, petit rappel juridique, qui vient assister le salarié pendant l'entretien préalable. Quand il y a un CSE, ça peut être un membre du CSE, un salarié d'entreprise. Et puis, quand il n'y a pas de CSE, donc le comité social et économique, ça peut aussi être un conseiller externe qui ne connaît pas l'employeur ni le salarié. Ils vont souvent avoir un entretien un peu préparatoire avant pour qu'ils viennent poser des questions dans l'entretien, et il y aura souvent un rapport écrit qui sera fait. Voilà. Et c'est vrai que sur cette base-là,
la possibilité de changer d'avis n'est pas courante, mais ça arrive et c'est très bien que tu puisses le dire. Et ça doit être vu comme ça. Tu trouves cet entretien préalable nécessaire ou c'est un peu faux Il est nécessaire ne serait-ce que parce qu'il pose un jalon temporel. Voilà. Donc, un licenciement, au plus court, ça sera 10 jours. Voilà. C'est une semaine, on va dire, entre la convocation et la date de l'entretien préalable, minimal. Et puis, la date de licenciement sera envoyée minimum 2 jours après l'entretien préalable. Donc, c'est important qu'il y ait ce temps. Parce que pendant ce temps, tant le salarié va pouvoir structurer un peu sa défense, que l'employeur va pouvoir réfléchir à cette décision. Donc, ne serait-ce parce qu'il pose cette espèce de jalon temporel, il est important. Voilà. Je trouve. Et puis, avoir ce temps d'échange, il est aussi essentiel pour pouvoir se dire les choses. Des choses qui n'ont pas forcément, parfois, quand ça n'a pas toujours été bien fait, et dites avant. Ouais. C'est important pour... alors après, on le fait aussi enfin, on fait souvent des exit interviews, des entretiens sortis. Mais cet entretien aussi permet aux salariés de venir se justifier. C'est pas une décision complètement unilatérale, même si quand c'est un départ involontaire, c'est subi. Mais ça permet de venir se justifier, d'expliquer, de ne pas partir avec plein de non-dits et beaucoup de ressentis vis-à-vis de l'employeur. C'est vraiment, on a une discussion sur pourquoi on en est là. Donc c'est un moment qui est clé, que la décision soit ferme et définitive, même avant l'entretien ou pas. En fait, c'est un moment d'échange qui est clé dans ce départ pour que tout le monde se dise les choses. On arrive à la fin de cette discussion, de cette conversation. Quelle serait pour toi, toutes les deux, je me pose La question, comment faire qu'en France, alors, cette rupture soit moins traumatique? Tous les côtés, hein, puisque manager, DRH et salarié, est-ce que tu as des pistes à partager? Une des pistes pour moi, c'est d'être clair sur les attentes. Qu'est-ce qu'on attend de moi dans mon job? Et dans ce cas, si c'est clair des deux côtés, le jour où je remplis plus les attentes, ce ne sera pas une surprise qu'on en sera là. Et je saurais même dire, en fait, j'y arrive plus, j'ai plus envie, j'ai plus la motivation. Et moi-même, je vais être peut-être à l'initiative de ce départ parce qu'en fait, je ne me plais plus dans l'entreprise. Et si je ne suis pas à l'initiative de ce départ, voilà, ce ne sera pas une surprise. Donc, se parler souvent, faire des one-to-one réguliers pour voir où on en est, comment on évolue, si on continue à se développer, si on continue à se plaire. Faire des check-ins sur la motivation. Voilà, je sens qu'il y a une baisse de motivation, qu'est-ce qu'on fait? Donc ouais, se parler, s'aligner régulièrement, je pense que ça aide. Et c'était pas autant que maintenant dans la culture des managers d'accompagner les salariés et d'être dans cette posture de je suis responsable de où tu en es dans ta carrière. Et donc là, avec le temps, c'est quelque chose dans la relation à construire. À la fois, effectivement, les procédures sont assez strictes en France, mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est qu'il y a eu ce barème Macron, il faut quand même en parler quand on parle de rupture, qui est venu il y a quelques années justement encadrer le montant d'indemnités qui vont être versées en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc il n'y a pas de motif ou il y a un motif considéré comme irrégulier, insuffisant, et que on a eu tendance à considérer que ça donnait moins de poids à cette procédure de licenciement. Autrement dit, l'employeur pouvait un peu faire comme il voulait, pas respecter la procédure ou pas avoir de motif. Vu le montant de ce qu'il allait payer devant les prud'hommes, c'était pas si important, il avait qu'à provisionner. Voilà. Ce qui est une fausse croyance, à mon sens. Parce que le barème Macron existe et il est appliqué par le Conseil du prud'homme. Pendant quelques années, il a été remis en cause par quelques conseillers du prud'homme qu'on appelle. Maintenant, on est assez clair sur le fait que le barème Macron s'applique sur des montants qui sont donc pas très importants. En revanche, ce qu'on voit, c'est qu'un salarié qui va aller au prud'homme pour contester son licenciement parce que la procédure aurait été mal faite par l'employeur va rarement y aller que pour le licenciement. Et dans ces cas-là, on va se retrouver avec des demandes supplémentaires qui peuvent être pour le coup sur des montants extrêmement conséquents. Exemple, heures supplémentaires, parce que le dossier de temps de travail aurait été maltraité. Exemple, harcèlement, etc. Et là, ça va venir gonfler le montant général
de condamnation potentielle, plus de contagion d'autres salariés qui donc auront eu vent d'une décision favorable pour un salarié et se diraient pourquoi pas moi dans ce cas-là. Voilà. Donc d'où l'intérêt quand même de ne pas dévaloriser et de donner moins d'importance à ce sujet de licenciement parce que le barème Macron s'appliquerait et qui coûterait pas bien cher à la fin, parce qu'au bout du compte, c'est une mauvaise image de l'employeur et puis c'est des montants en cas de prud'homme qui peuvent être quand même extrêmement conséquents. Voilà. Et on voit que le sujet de la rupture du contrat de travail, voilà, vient en fait dériver sur d'autres sujets de contraintes légales qui sont tout autres, mais qui, si elles étaient maltraitées, reviennent effet boomerang. Voilà. Donc, caler en fait. Cette partie juridique le plus tôt possible pour éviter que ça soit un trauma pour l'employeur et Nous, systématiquement, dans tous les dossiers de procédure de licenciement qu'on traite, c'est qu'on ne va pas traiter seulement le motif de licenciement, mais qu'on va aller comprendre le contexte et qu'on va aller comprendre les conditions de travail du salarié pour voir quelles peuvent être les zones de risque connexes. Voilà. Parce qu'on peut avoir un bon motif de licenciement, mais on peut avoir mal géré autre chose sur les conditions de travail du salarié, de manière individuelle ou structurelle, qui font qu'in fine, la condamnation prud'homale peut être très importante à la fin. Voilà. Merci Émilie pour ta participation, merci Marine, et puis on se retrouve pour un prochain épisode.